Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce deuxième numéro de notre émission hebdomadaire sur YouTube de TN Show. Comme on vous l'a expliqué la semaine dernière, nous allons revenir chaque semaine sur un des 4 domaines que nous allons aborder toute l'année, à savoir la politique et le débat, le sport, le monde automobile et puis bien sûr le cinéma. Aujourd'hui, c'est un format un petit peu spécial qui nous attend puisque Alan n'est pas présent et donc nous avons essayé de modifier l'ordre du jour. Dans cette émission, vous trouverez alors 2 parties. La première, la rubrique à la une. Chacun à notre tour, nous allons passer avec Tom l'actualité en revue. Et puis notre deuxième partie aujourd'hui, ce sera une chronique politique qui vous sera présentée chacun de notre tour. Vous êtes prêts? C'est parti! Nous entrons désormais dans notre première partie, la revue d'actualité. Tu veux commencer, Tom? Je veux bien commencer, Tristan. Honneur à toi. Je vais vous parler de 2 revues d'actualité aujourd'hui, une internationale et une internationale mais en lien avec notre beau pays qu'est la France. Commençons par le sujet international qui concerne le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ce conflit ne date pas d'hier. Pour contextualiser, ces tensions ont commencé en septembre 2022 des suites de la crise frontalière de ce pays qui a commencé entre 2021 et 2020. Mais le sujet remonte à un peu plus loin. Le conflit part d'un accord d'annexer le Haut-Karabakh, la réelle source du problème, entre les 2 pays en 1921 au profit de l'Azerbaïdjan, avec comme médiateur de l'époque l'URSS, une des grandes puissances mondiales. De cet accord, en fait, qui annexa le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan, un conflit vit le jour dans les années 90. Les plaines ne s'étaient jamais refermées et qui finira en 94, mais comme l'autre souci, les tensions perdureront jusqu'aujourd'hui et ces dernières se sont réenclenchées depuis 2020 et encore plus ces derniers jours où les autorités séparatistes arméniennes ont dénoncé des frappes intensives de l'Azerbaïdjan. Ces derniers affrontements ont au moins fait 2 morts et 23 blessés et tout récemment, il y a à peine 10 jours, une actualité encore plus fraîche, les séparatistes ont accepté un pourparler car étant en nombre inférieur à l'Azerbaïdjan afin d'entamer des pourparlers après d'intenses offensives des Azéris, le peuple et l'armée azerbaïdjane, qui a fait des centaines de morts et des blessés. Quant à moi, je vais vous parler de l'ouverture du procès de Magnanville. Ce lundi 25 septembre s'est ouvert le procès de l'attentat de Magnanville qui avait coûté la vie en 2016 à un couple de policiers assassinés à leur domicile lâchement sous les yeux de leur enfant de 3 ans. Le procès devrait se tenir jusqu'au 10 octobre. Celui-ci s'est tenu sans son principal investigateur, Larossi Abala, tué par les forces de l'ordre lors de leur intervention. Un procès qui se tient tout de même puisque les enquêteurs ont découvert un complice présumé en la personne de Mohamed Hamid Aberouz, dont les traces ADN ont été retrouvées sur l'ordinateur du couple. Ce dernier nie toutefois toute investigation dans l'attentat terroriste et il se déclare comme un croyant des pratiques orthodoxes de l'islam. L'intéressé est en détention provisoire depuis 6 ans maintenant. Ses avocats requièrent son acquittement en avançant l'hypothèse d'un transfert d'ADN qui expliquerait pourquoi l'ADN est arrivé miraculeusement sur l'ordinateur. Donc c'est une défense que l'on pourrait qualifier d'un peu faible,
mais on attend l'issue du procès pour pouvoir la juger. Il faut savoir que l'enfant du couple, donc, qui a assisté en direct à la mort de ses parents, a été recueilli par sa tante, mais il souffre, comme on peut l'imaginer, de graves troubles psychologiques. C'est vrai qu'on n'imagine même pas, tant que ça ne nous est pas arrivé, je pense, de voir nos propres parents se faire tuer devant nos yeux, surtout quand on est vraiment petit, à l'âge de 3 ans. C'est vraiment quelque chose d'abominable. Et donc, le pauvre enfant aurait tenté à plusieurs reprises de se suicider. Il est âgé de seulement 10 ans aujourd'hui, et donc c'est vraiment un destin et une vie brisée finalement. Oui, on ne peut comprendre la souffrance des autres que quand on a subi des traumatismes aussi lourds. Effectivement, je partage aussi ce point de vue. Bien, maintenant je vais passer à mon actualité française mêlée à l'international. Je vais vous parler de la prise d'otage de l'ambassade française au Niger. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un coup d'État a eu lieu au Niger le 26 juillet dernier. Depuis, les militaires qui ont pris la commande du pays ont ordonné l'expulsion de l'ambassade de France du pays, ce qui a évidemment été refusé car le chef de l'État et le ministre des Affaires étrangères souhaitent garder un interlocuteur dans le pays en pleine crise et ne reconnaissent pas le pouvoir des militaires mais celui du président. Ce que ne souhaitent évidemment pas les militaires en place dans le pouvoir qui préfèrent éviter que toute personne pouvant établir des liens de communication avec les pays occidentaux soit possible. Alors, ce refus français a mené à une prise d'otage littéralement de l'ambassade de France. L'ambassadeur, justement, Sylvain Ité, doit se nourrir de rations de combat, annonce le président de la République française, Emmanuel Macron. Une opération de rapatriement doit d'ailleurs avoir lieu d'ici Noël. Nos commandos vont avoir du travail, pas auprès de leurs enfants. Et je pense qu'on peut dire, c'est quand même dingue qu'en 2023, mais je pense que c'est aussi une approche réaliste, qu'un ambassadeur français soit bloqué dans son ambassade, au sein de son ambassade, jusqu'au point qu'il doit se nourrir exclusivement de rations. Enfin, c'est quand même quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a plusieurs années, il me semble. C'est difficile à concevoir, en effet. Je pense que malgré tout, le souci de communication est un enjeu très fort. Je pense que le gouverneur Sylvain Ité en a tout à fait conscience et se satisfait de son sort, je ne vais pas dire ça, mais doit légitimement assurer ses fonctions politiques dans le pays afin de maintenir une communication qui, lui, plus le président sortant, qui n'est plus au pouvoir, permet de dialoguer avec la France et l'Union européenne. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République, encore une fois M. Emmanuel Macron, il n'a pas changé, a donné une interview pour France 2 et TF1 où il a annoncé le retrait progressif dans le temps, du coup, des soldats français au Niger, car il n'y a plus de démocratie dans le pays et il craint une escalade de violence du terrorisme dans le pays. C'est surtout que il y a un rejet très fort qui se fait sentir de la population, avec une hostilité grandissante d'ailleurs de la population envers l'armée. Et c'est vrai que dans cette interview, Emmanuel Macron avait précisé qu'il craignait une escalade terroriste, comme tu viens de le souligner, Tom. Alors moi, je vais revenir à l'échelle nationale, en France, pour vous parler de Fabien Roussel qui a été traité de collabo. Le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, a été comparé à Jacques Doriot, un collaborationniste notoire sous le régime de Vichy, par la députée Sophia Chikirou, proche de Jean-Luc Mélenchon. Elle a également encouragé la vente de t-shirts sur lesquels était inscrit « Tout le monde déteste Fabien Roussel ». Alors, à ce déchaînement de haine et de violence, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, n'a pas tenu à condamner les propos en regrettant une dérive, je cite, de Fabien Roussel. Cette dernière a même insisté en déclarant qu'il devait choisir son camp. Jacques Doriot est un ancien responsable politique communiste, puis dans les années 1930, il crée le Parti populaire français, rapidement caractérisé comme un parti fasciste. En 1940, il adopte une attitude collaborationniste et s'en va combattre sur le front de l'Est aux côtés des nazis. Bref, Doriot est un traître, une ordure, un salopard, mais qu'en est-il réellement de Fabien Roussel? Qu'a-t-il fait à part
Premièrement, vexer Jean-Luc Mélenchon avec sa candidature en 2022 qui a probablement, selon les sondages, empêché Mélenchon d'atteindre le second tour et a permis à Marine Le Pen de débattre au second tour face à Emmanuel Macron. Et deuxièmement, Fabien Roussel refuse catégoriquement de défiler au nom de Tout le monde déteste la police. Est-ce ça son réel crime ? Tout le monde déteste la police, bien évidemment, vous aurez reconnu que c'était les marches qui sont soi-disant faites pour la justice et contre les violences policières, ces marches qui se sont tenues récemment en France. En bref, Roussel n'a rien fait. Il cherche simplement à se rapprocher des classes populaires, électorat historique de son mouvement, le Parti communiste, et de cultiver une figure sympathique auprès de l'opinion publique en défendant la gastronomie française. Mais tout cela est encore trop pour la gauche et l'alliance NUPES. En tout cas, cet événement rappelle, s'il le fallait encore, que la NUPES est en pleine déliquescence alors que la campagne des européennes est à peine lancée. Et Tom n'ayant pas assez travaillé, il n'a pas de troisième revue d'actualité. Je vais donc présenter ma troisième revue d'actualité. Comme ça c'est fait. Alors, je vais essayer de vous présenter et de simplifier aussi parce que c'est un sujet qui est assez complexe, on va dire, à présenter. C'est la loi de programmation des finances publiques de 2024. On la savait déjà compétente dans le domaine, mais Elisabeth Borne a tenu à nous envoyer une piqûre de rappel au cas où nous aurions déjà oublié les 11 emplois de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution l'an passé. Vous l'aurez compris, je veux bien sûr parler de la loi de programmation des finances publiques présentée et examinée à l'Assemblée ce mercredi 27 septembre au soir. Il était alors près de minuit lorsque la chef du gouvernement a annoncé avoir une nouvelle fois recours au 49.3. Là, pour le moment, on est encore au stade de la loi de programmation considérée comme une loi ordinaire, donc en temps normal, l'emploi du 49 alinéa 3 devrait être limité puisqu'il est inscrit dans la Constitution de 1958 que son recours est autorisé sur un seul texte de loi par session parlementaire, donc une seule fois par année. C'est différent pour les projets de loi de financement qui peuvent être également adoptés via 49.3 sans aucune limite dans le recours. Mais alors, comment se fait-il que Elisabeth Borne ait réussi à activer le 49.3 sans utiliser le 49.3 qu'elle peut employer une fois par session parlementaire ? Eh bien, la réponse est toute simple. Un décret d'Emmanuel Macron est paru le 11 septembre dernier. Il a convoqué une session extraordinaire et ainsi avancé la rentrée des parlementaires d'une semaine. L'avantage procuré par la session extraordinaire est que l'éventuel emploi de l'article 49 alinéa 3 n'est pas décompté, c'est-à-dire qu'elle pourrait encore y avoir recours sur un autre texte par la suite, et lorsqu'on suit un minimum l'actualité et qu'on réfléchit 5 secondes, on peut être à peu près sûr qu'elle pourra l'employer sur un autre projet de loi qui va faire débat dans quelques semaines, et ce projet de loi, vous l'aurez reconnu, c'est bien sûr le texte sur l'immigration du gouvernement qui devrait être présenté dans les prochains jours. Vraiment d'intelligence à M. Macron, je trouve. Ça, je comprends. Non. Ma chronique politique est fondée sur les sondages réalisés par Harris Interactive pour le magazine Challenge mi-septembre. 2022 n'est pas encore si loin, mais 2027 semble déjà bien présent dans l'esprit de bon nombre de responsables politiques français. Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, n'y échappe bien sûr pas et est même l'un des premiers partis sur la ligne de départ. En effet, le patron, celui qui a fondé en 2016 le mouvement en lui donnant ses initiales, En Marche, ne va pas pouvoir se représenter puisque selon la Constitution française, on ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Le challenge qui se dresse alors devant eux est Marine Le Pen pour le Rassemblement national, déjà donnée en tête du premier tour, culminant déjà à 30 ou 32% des voix au premier tour en 2027. On comprend ainsi que les prétendants soient nombreux. On peut ici tout d'abord évoquer le cas d'Édouard Philippe, le maire du Havre qui obtiendrait 22% des suffrages, l'ancien Premier ministre qui avait soudainement disparu des écrans radars lors de sa démission surprise en 2020. L'intéressé a alors confirmé à demi-voix ses intentions de se présenter en 2027. On ne peut encore rien affirmer à ce stade, mais il semblerait en tout cas que ces équipes se préparent en interne. En 2021, Édouard Philippe crée un mouvement, Horizon, censé incarner la ligne à droite de la Macronie, tout en restant en retrait par rapport à l'actuel président. 49% des Français pensent, selon ce même sondage Harris Interactive, par ailleurs que c'est lui qui a le plus de chances d'être élu président de la République en 2027.
On peut aussi évoquer le cas de Gérald Darmanin, l'actuel ministre de l'Intérieur, tiraillé en interne entre une volonté forte de se démarquer du président de la République sur certains sujets, notamment sur la sécurité ou l'immigration. On a pu observer notamment des divergences entre le locataire de la place Beauvau et l'actuel président de la République, notamment sur la crise migratoire de Lampedusa, où son discours n'était pas tout à fait le même que celui tenu par Emmanuel Macron. Mais il cherche aussi à garder, pour le moment, la fonction prestigieuse qu'il occupe, celle de ministre de l'Intérieur. On se souvient que d'autres personnes jadis étaient passées par le ministère de l'Intérieur et l'un des postes ministériels les plus importants avant de gravir les marches et de conquérir le palais présidentiel. Vous l'aurez reconnu, je veux bien sûr parler de Nicolas Sarkozy. L'actuel locataire de la place Beauvau a d'ailleurs reçu un soutien de Baudelaire, de l'ancien président, lors de sa tournée de promotion de son dernier livre, Le temps des combats. Darmanin est pour l'instant crédité à 14% des intentions de vote. Mais ils ne sont pas seuls dans la course, puisque cela intéresse également le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, profitant d'un bilan provisoire jugé positif en ce qui concerne les chiffres de l'emploi, mais malheureusement pour lui, il n'en est pas de même en ce qui concerne l'inflation. Il remporterait tout de même l'adhésion de 16% du corps électoral. Sa stratégie est la séduction du corps électoral en montrant plusieurs facettes méconnues parfois de sa personnalité. On peut ainsi observer le Bruno Le Maire, écrivain et romancier, décrivant certaines scènes romantiques, comme dans son dernier livre, Fugue américaine. Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, qui a souhaité imposer son rythme en cette rentrée, notamment en se battant sans concéder de terrain sur le sujet du port de l'abaya à l'école, il n'a pas hésité non plus à assumer ses responsabilités lors de l'affaire de harcèlement et du suicide du petit Nicolas dans les Yvelines, après que le rectorat de Versailles ait envoyé bouler ses parents en dénonçant des accusations calomnieuses. Le jeune ministre de 34 ans remporterait 12% des voix. Elisabeth Borne, Jean Castex ou encore Yael Braun-Pivet pourraient également être de la partie, mais réalisent tous des scores nettement plus modestes, 11% pour Mme Borne, 9% pour M. Castex, ou encore seulement 5% pour l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale. Nous en venons maintenant à la présentation en détail du projet de loi immigration de 2024. C'est un texte proposé par le gouvernement pour lutter contre l'immigration illégale qui prévoit l'expulsion des sans-papiers et donc des délinquants étrangers et une régularisation des travailleurs sans-papiers dans les métiers dits en tension. C'est cette dernière mesure qui fait débat, même au sein de la Macronie, après la publication d'une tribune dans Libération menée par Sacha Houlier et signée par une trentaine de personnalités politiques de gauche afin de maintenir cette mesure. Les débats autour de ce projet de loi ont marqué la rentrée politique fin août. Ils se sont estompés peu à peu avec l'arrivée des élections sénatoriales. Maintenant que ces dernières sont passées et qu'on a eu les résultats qui sont tombés dimanche dernier, on peut reprendre le débat sur ce sujet. Je vais maintenant te laisser, Tom, en parler peut-être avec plus de détails, puisque tu as creusé le sujet. À défaut d'avoir une troisième revue d'actualité, tu as potassé comme un fou ta chronique politique. Alors je te laisse la dire. Malgré tous les débats qu'il peut y avoir, ce projet de loi, est, ma foi, d'après moi, très intéressant et très complet. Ce projet de loi, comme vous le savez, est un des plus importants de la rentrée politique en France. En effet, elle prévoit un volet de mesures permettant de contrôler, réguler, administrer l'immigration française, voyant les mesures phares de cette réforme. Cette réforme prévoit 4 grands volets de mesures. La première concerne la facilité administrative des démarches pour les immigrés travaillant depuis au moins 8 mois sur les 24 derniers mois. Ce volet prévoit de créer une carte de séjour d'1 an. Cette carte serait expérimentée jusqu'à fin 2026 dans les secteurs et les zones géographiques en tension, chose que nous connaissons beaucoup. Vous connaissez sans doute dans mon cas en ressources humaines le poste de gestionnaire de paye qui est, ma foi, très pénurique en ce moment, le poste d'infirmier ou plein d'autres postes tels que l'aide à la personne notamment. Aussi, une carte similaire et pour finir devrait être attribuée dans le secteur médical afin de pallier le manque de personnel. Maintenant, passons au deuxième volet qui concerne l'intégration et les titres de séjour. Ce projet de loi prévoit pour les étrangers demandant une première carte de séjour d'avoir un niveau minimum requis en français, ce qui n'était pas le cas avant.
Avant, quand un immigré voulait rentrer en France, il devait suivre un stage, un petit cursus afin de découvrir la langue française, mais ne devait en aucun cas avoir un niveau minimum de langue. Maintenant, pour les difficultés administratives que cela peut engendrer, il faudra un niveau minimum pour rester en France. Cela permettra aussi à l'immigré de découvrir la richesse et la culture de la langue française. Bien sûr, le nouvel arrivant devra se conformer aux valeurs de la République, la liberté d'expression de chacun, l'égalité homme-femme, et le motif de grave violence pourra conduire beaucoup plus facilement qu'avant à l'exclusion du territoire français. Le troisième volet, justement, détaille un peu plus ces violences, qui concerne finalement la possibilité d'éloignement renforcé. Cela va permettre d'éloigner du territoire français les étrangers représentant une menace grave pour l'ordre public, condamnés notamment pour des faits de crimes ou de délits allant de 5 à 10 ans pour les peines les plus lourdes. Le dernier volet concerne l'asile et le contentieux des étrangers en prévoyant une réforme des espaces France Asile qui sont en ce moment un sacré micmac quand on essaye de trouver une place dans un asile français. Une réforme prévoit d'administrer, de mieux gérer ces asiles. Alors, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur ce projet d'immigration. Je pense qu'on pourrait en faire un débat parce que je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu as énoncé, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. On essaiera de faire un débat avec Alan puisqu'il aura sûrement une autre vision que la tienne. Et justement, c'est cette confrontation d'opinions, toujours dans le respect de l'ADN du TN Show, c'est-à-dire une émission conviviale, amicale, etc. Je pense que ça peut être vraiment très intéressant de confronter vos opinions sur le sujet. En tout cas, merci de nous avoir suivis. C'était une revue d'actualité et une émission en général un peu spéciale parce que évidemment ça nous fait bizarre d'être deux sur ce canapé qui sera notre refuge aujourd'hui, chez Tom d'ailleurs, un très bel appartement. Merci beaucoup encore de nous prêter ce lieu de tournage. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner.